Bonsoir et bienvenue. Décryptage et analyse des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ici même en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Avec en toile de mire cette question: notre démocratie se nourrit-elle des crises et erreurs du passé dans notre pays? Pour nous accompagner ce soir, pour parler de ces sujets importants, nous avons le plaisir de recevoir Daouda Coulibaly qui nous accompagne aujourd'hui. Bonsoir Daouda. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Coucou particulier à tous nos compatriotes du côté des États-Unis, avec à leur tête son Excellence Ibrahim Touré, notre ambassadeur auprès des Nations, auprès des États-Unis. Très bien. Monsieur Franck Etienne, bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Adjoua.net. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir et bonsoir Christelle. Ted Azouma, vous nous accompagnez encore aujourd'hui comme hier. Vous êtes analyste géopolitique et vous êtes avec nous ce soir encore une fois. Merci d'être là. Bonsoir madame, merci. Et docteur Kwame Christophe, président de Civis, il était là hier. Aujourd'hui également, il est là avec nous donc pour observer ces résultats et puis décrypter cette analyse-là. Pourquoi est-ce que notre démocratie se nourrit chaque 5 ans de crise? Mais avant, je vous propose cette vidéo de Jean-Louis Billon qui appelait donc, au vu des résultats provisoires, le candidat Alassane Ouattara pour le féliciter. Regardez. Le samedi 25 octobre 2025, notre pays, la Côte d'Ivoire, a vécu une étape importante de sa vie démocratique. Au terme de ce scrutin, les premières tendances des résultats placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, largement en tête, le désignant comme le vainqueur de cette élection présidentielle. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection. Chers compatriotes, la campagne électorale est désormais derrière nous. L'heure est à l'union et au rassemblement de toutes les filles et tous les fils de notre belle nation. L'avenir de la Côte d'Ivoire se construira avec tous et pour tous. Voilà, vous venez donc de voir le candidat Jean-Louis Billon qui était donc adoubé par code, félicité au vu des résultats provisoires, le candidat Alassane Ouattara. Messieurs, décryptage, analyse, je commencerai par vous, monsieur Franck Etienne, journaliste, directeur de publication à Adjoua.net. Quel commentaire vous en faites? La première chose que je vais dire, c'est d'abord certainement de féliciter la grandeur de Jean-Louis Billon lui-même. Voilà, parce que, comme il a dit, au vu des résultats provisoires, des résultats provisoires et certainement, parce que quand vous êtes candidat, vous avez des représentants un peu partout, donc vous avez facilement accès. Le point avant tout le monde. Voilà, avant tout le monde. Donc, il a pu se rendre compte que c'est devenu compliqué et que le candidat président sortant Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi, c'est devenu compliqué? C'est très ivoirien comme terme. Je le dis ainsi pour faire un peu d'euphémisme, pour dire que c'est devenu difficile qu'il y ait un second tour. Parce que si vous vous souvenez bien, le candidat Jean-Louis Billon a beaucoup misé sur un second tour. Voilà, il se présentait comme un plan B, il se présentait comme il demandait à ses militants de faire en sorte qu'ils se retrouvent face à face avec Alassane Ouattara au second tour. Donc là, il se rend compte que les dés sont déjà jetés. Voilà, les choses sont déjà, les carottes sont déjà cuites et qu'il faut maintenant chercher à se projeter sur l'avenir. Et cette conférence de presse qu'il fait maintenant dans le feu de l'action, c'est une façon pour lui de se projeter sur l'avenir, de dire que oui, on a une démocratie qui est encore fébrile, qui est encore à la recherche de ces marques, mais on y arrivera et que c'est comme ça que ça devrait marcher. Quand on a les résultats, on félicite le gagnant et puis on passe à autre chose et on pense à l'avenir comme il le dit si bien dans le morceau que nous avons vu. Très bien. Jean-Louis Billon se projette vraiment de façon claire sur 2030, 2035, peut-être même 2040, pourquoi pas. Très bien. Voilà. Daouda Coulibaly, c'est bien la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à un tel geste. On parle de grandeur d'esprit du candidat. Est-ce que vous allez dans cet axe-là? Effectivement, je m'engouffre dans cette stade et je pense que vous faites bien de dire que c'est bien la première fois. Parce que lorsque j'écoutais M. Jean-Louis Billon, je me suis dit, waouh, on vient vraiment de très loin. Parce que je pense que les Ivoiriens ont toujours rêvé de voir
à un certain moment, les candidats, les adversaires, se disent à un moment, j'ai les résultats, je sais que ça ne va pas, je ne peux plus gagner, j'appelle l'autre pour le féliciter. Et aujourd'hui, vous voyez que depuis hier, où il y a eu les élections, tout le monde parle de maturité. Oui. Et je ne dirais pas que nous avons atteint la pleine maturité, mais je pense qu'on a commencé à entrebâiller la porte de la maturité démocratique. Voir aujourd'hui Jean-Louis Billon. Parce que, vous savez, depuis les élections, chaque fois qu'il y a les élections, chaque QG a les résultats. Tout le monde connaît les résultats. Malheureusement ou heureusement, dans notre contexte politique ivoirien, la seule institution habilitée à donner les résultats, c'est la CEI. Mais bon, après, les hommes politiques font souvent preuve de mauvaise foi. Ils jouent sur cela. Et je pense que Jean-Louis Billon, en faisant cela aujourd'hui, vous avez dit que c'est la première fois, mais j'aimerais juste revenir que ce n'est pas la première fois. Ok. Selon moi, c'est la deuxième fois. Parce que la première personne qui a fait cela, c'est M. Stéphane Kipré à Daloa, lors des élections régionales, qui a appelé M. Mamadou Touré, qui avait gagné pour lui dire, pour le féliciter. Donc il était bon de faire cette précision. Très bien, mon propos c'était au niveau de la présidentielle. Voilà, merci beaucoup pour cette précision-là. Donc moi je pense que Jean-Louis Billon est à féliciter. Après, on va rentrer dans le fond du sujet en analysant chaque chiffre. Alors Élisée Boloub, comme on le dit, il nous faut vraiment applaudir ce petit geste, comme disaient donc les Américains, petit pas, mais un petit pas sur la Lune. Mais un petit geste, mais qui symbolise beaucoup de choses et qui ouvre la voie à une Côte d'Ivoire nouvelle. Pourquoi pas, Élisée? Oui, Christelle, hier, si vous vous souvenez, je disais ici que ces élections que nous venons de faire ce samedi et l'environnement qui a entouré viennent de nous plonger dans une nouvelle spirale de notre vie démocratique dans ce pays, de la vie politique de façon générale. C'est vrai, pour plusieurs, c'était des élections plus ou moins apocalyptiques. Mais je pense que c'est là aussi qu'il faut percevoir la présence du divin. C'est-à-dire? Oui, parce que là où les hommes... Aujourd'hui, les gens font attention un peu. Non, j'explique, parce que... Non, Dieu vient de nous démontrer une fois de plus que la voix des hommes, ce n'est pas sa voix. Les pensées des hommes ne sont pas ses pensées. C'est-à-dire, Élisée, développé. De l'avis de plusieurs observateurs, au regard de tout ce qu'on a vécu des semaines avant ce scrutin, pour plusieurs, on allait inexorablement dans le mur. C'était un chaos. Peu d'Ivoiriens pouvaient parier sur ça. Que vraiment on allait sortir aussi, aller voter tranquillement, avoir des résultats qui vont commencer à tomber, et puis le ciel ne tomberait pas sur la tête. Ils n'étaient pas nombreux d'Ivoiriens à pouvoir parier là-dessus. Mais c'est ce que je dis justement, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et là où vous ne vous y attendez pas, Dieu vous surprend toujours. Et là, il est en train de nous surprendre. On est en train de vivre des choses qui sont en train de, comme je l'ai dit hier, sont en train de tourner la spirale de notre vie politique. C'est une page qu'on est en train de refermer, la page de la violence politique, la page où, au lieu qu'on fasse la promotion des idées, mais c'est des problèmes de personnes, on est en train de... je dis, on a déjà tourné ça. Vous verrez que désormais, la politique se fera autrement. Les Ivoiriens vont comprendre qu'on n'est plus dans des notions de personnes, parce que de toute façon, ceux-là même qui ont créé cette cristallisation pendant les 3 décennies, aujourd'hui, sont en train de sortir de la scène politique. Donc, on aura vraiment une nouvelle scène. Et je pense que les Ivoiriens, de plus en plus, sont en train de montrer qu'ils ont tiré les leçons de tout ce qui s'est passé par le passé. J'ai souvent l'habitude de dire sur ce plateau ici qu'on a tout expérimenté dans ce pays. On a fait une rébellion, on a fait un coup d'État, on a fait une crise post-électorale, on a fait une crise préélectorale en 2020, avec comment on appelle ça, le boycott actif. On a tout expérimenté. Qu'est-ce qui reste encore à expérimenter? Quand on finit tout ça, les Ivoiriens sont devenus suffisamment matures et raisonnables et rationnels pour comprendre et pour savoir là où il y a leur intérêt. Leur intérêt aujourd'hui, c'est dans la stabilité. Voilà, on n'est pas prêt à se battre ni à se tuer aujourd'hui pour quiconque, quel que soit le nom que tu peux porter dans ce pays. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Ils veulent vivre. Et ils savent aujourd'hui que leur histoire ne s'écrit pas par un homme. L'histoire de cette nation ne s'écrit pas par un homme. Les hommes ne contribuent qu'à l'histoire de cette nation, mais ce n'est pas les hommes qui l'écrivent. Donc quand on a compris ça, il y a des actes qu'on ne peut plus traverser, il y a des actions qu'on ne peut pas poser. Et moi je vois à travers le geste de Jean-Louis Billon et tout ce qui s'est passé depuis, je vais dire le vendredi et samedi, que vraiment nous venons de tourner une page et nous avons résolument pris notre direction et nous sommes sur la bonne voie. Monsieur Azouma, hier vous disiez, attention, nous sommes une jeune démocratie qui se nourrira forcément d'erreurs et sur le chemin faisant de consolidation de nos institutions. Cet acte-là montre que nous avons pris une pente assez, pas descendante, mais ascendante vers les grandes démocraties. Pas forcément vers les grandes démocraties, mais nous sommes... On y arrive un peu. Oui, c'est un ouf, hein, c'est un ouf de soulagement, c'est un bol d'oxygène que nous venons d'avoir. Nous espérons que demain, après-demain, les autres
candidats malheureux, qui seront déclarés malheureux, feront de même. Il faut observer que, comme Élisée l'a dit tout à l'heure, nous avons passé des situations tellement difficiles qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont en train de montrer qu'ils peuvent faire autre chose. Donc tourner le dos à la violence, parce que construire une nation, c'est d'abord la construire dans la paix. La paix, l'environnement de paix, c'est le meilleur environnement pour construire une nation, pour relever les erreurs, pour les corriger, pour bâtir les fondamentaux et puis donner des institutions solides. J'aimerais vraiment souligner cela. La solidité des institutions garantit la paix et le progrès économique. Très bien. Docteur Kwame, est-ce que vous êtes surpris au vu de tout ce que vous avez eu à faire en Côte d'Ivoire, parlant de sensibilisation 3 ans avant et toutes vos actions de paix? Est-ce que vous dites on est arrivé au bout d'un processus, une nouvelle page s'ouvre pour cette nation avec de telles attitudes? Hier, j'ai dit ici que effectivement, ce qui avait été fait par les 5 candidats était historique par le fait que tous les candidats ont écrit et rédigé un projet de société, ont pris la peine de le publier, ont désigné très tôt leurs représentants qui étaient accessibles, qu'on pouvait toucher et demander ces documents. Donc tout ça a été historique. Là encore, aujourd'hui, nous pensons que nous vivons une période historique. Je voulais préciser aux téléspectateurs que dans les démocraties avancées, rarement on publie des statistiques des résultats. Parce que tous les candidats ayant leurs représentants dans leur bureau, dès le soir, c'est le journal principal du pays qui annonce même le vainqueur. Et en général, avant la fin de la journée électorale, les candidats perdants ayant déjà les chiffres appellent et le processus s'arrête en général dans les grandes démocraties. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être produit ici. Mais il y a un élément que personne ici ne sait. M. Jean-Luc Bion et nous avons milité. Il a un passé de société civile. Et si vous regardez bien son profil, pendant 2 ans, nous étions dans la même organisation. Et ça ne me surprend pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, la première élection réussie a été dirigée de main de maître par un membre de la société civile dans les années 2000, suivez mon regard. Aujourd'hui, on a un candidat qui a un passé société civile qui démontre une maturité. Cela veut dire que, je reviens un peu à ma chute d'hier, il nous faut une organisation, une autorité administrative indépendante qui va continuer le travail d'éducation civique et électorale. Et la réaction de M. Jean-Luc Bion me conforte dans le fait qu'un candidat du privé qui a fait les organisations de droits de l'homme, aujourd'hui nous donne un super exemple qui n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire et c'est historique et il faut le marquer et je crois qu'il faut le féliciter à sa juste valeur. Très bien. Maintenant, ce propos étant établi, abordons maintenant le second axe de notre émission, le regard, l'observation, le décryptage des différents résultats provisoires donnés, communiqués par la CEI. Allons pour les résultats de la diaspora, s'il vous plaît, messieurs. Prenez donc vos documents diaspora. Élisée, je pense que vous allez les partager avec M. Azuma. Et puis observons. Daouda, commençons par votre regard sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis, Italie, Maroc, Tunisie, Belgique, Suisse et Canada. On attend peut-être ceux de la France. Au total, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ben, quand on regarde les chiffres et le taux que chaque candidat a pu avoir, on peut se rendre compte que le candidat Ouattara a largement, il domine largement devant tout le monde. Comme vous pouvez le voir déjà en Afrique du Sud, il a 82%. Au niveau de la Grande-Bretagne, je pense qu'il est dans les 88%. En Allemagne, c'est 82%. Bon, Italie, 94%. Dans la diaspora, la diaspora, c'est véritablement mobilisé pour le candidat Ouattara. Bon, il ne faut pas oublier le fait aussi que là-bas, tous les appels qu'on recevait ici pour dire n'allez pas voter, bloquer tout ça, qui venaient de la diaspora. Donc je pense qu'ils se sont déjà inscrits dans un processus de boycott. Donc forcément, ils ne sont pas allés voter. Bon, les 4 autres candidats qui sont là, je ne pense pas qu'ils aient pu faire campagne là-bas, quand on sait que même ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans toutes les régions qu'ils ont pu partir. Or, le président
Ouattara est déjà au pouvoir, il a eu une implantation nationale, donc la campagne s'est démultipliée un peu partout. Ça n'a pas été le cas des autres. Donc je pense que c'est tout à fait normal que le président Ouattara tourne vraiment... Au niveau de la diaspora. Hein. Au niveau de la diaspora, une marge vraiment écrasante de votants. Franck Etienne, moi, je pense que... êtes-vous surpris de ces résultats? Non, des pourcentages. Hein. Non, pas surpris des résultats. J'attendais peut-être d'avoir le taux de participation générale en diaspora pour véritablement me prononcer. Parce que, je veux dire, la diaspora, c'est quand même le reflet aussi de ce qui se passe au plan national. Hein. C'est vrai que des personnes peuvent mettre souvent leur caméra, dire beaucoup de choses, mais n'oublions pas que ceux qui sont dans la diaspora sont forcément des gens qui ont des familles ici, qui sont... Donc ils sont influencés également. Qui sont forcément influencés par la réalité du terrain. Mais pour les taux de participation que j'avais pu suivre, je pense qu'on était largement au-dessus des 70% de taux de participation. Ça aussi, il faut en tenir compte. Ça veut dire que si le candidat Alassane Ouattara arrive donc, dans des taux de participation aussi élevés à s'en sortir avec plus de 70%, parce que là, quand je regarde le plus faible taux devant moi, c'est le taux de la Tunisie, où il a 68,62%. Sinon après, tout le monde est au-dessus de 70%. Il est au-dessus de 70%. Ça veut dire que et tout ne se vit pas forcément sur Internet, tout ne se vit pas forcément dans tout le bruit, dans tout le brouhaha qu'on a pu vivre, et qu'il y a des réalités. Les populations là-bas sont confrontées à des réalités. Nos compatriotes là-bas sont confrontés à des réalités, qui savent exactement ce qu'il y a à faire. Et puis, n'oublions pas aussi que le RHDP avait un dispositif très solide au niveau de la diaspora. Ils ont un secrétaire, un responsable de la diaspora. Tout à fait. Nzi Nzi est l'adjoint. Odé. C'est plutôt Odé Ouattara Draman qui est aussi assuré au plateau. Donc qui faisait quasiment tous les mois un voyage sur la diaspora. Et ça aussi, ça dénote aussi du sérieux avec lequel l'appareil RHDP est en train de se mettre en place. Voilà, donc ça ne pouvait pas se présenter autrement pour moi. Voilà. Élisée Daouda, dans son point, disait on aurait pensé qu'au vu des appels à boycott et annonçant donc le chaos le 25, que la diaspora ne se lèverait pas pour aller voter, mais que nenni. Bon, moi j'ai essayé d'étudier un peu minutieusement, parce que la diaspora c'est tout un groupe, bien sûr. Quand tu prends pays par pays, il y a des pays quand même où le taux de participation n'a pas été très élevé, où les gens n'ont pas vraiment été très répondants. Quand on prend par exemple la Grande-Bretagne, on a environ 748 personnes qui ont voté, mais quand vous regardez le nombre de votants, je pense qu'ils sont autour d'Ivoiriens, qui sont inscrits sur la liste là-bas, et je pense qu'ils sont autour de 2000 ou 3000, quelque chose de ce genre. Donc il y a des pays quand même où vraiment certains n'ont pas beaucoup bougé. Mais dans l'ensemble, comme les uns et les autres ont dit, on a senti quand même que cette diaspora a voulu contribuer au processus électoral, a voulu vraiment prendre une part active au processus électoral. Pour moi, c'est un signal aussi que la diaspora donne. Voilà, pour dire qu'on est tous dans un élan de construction de notre pays. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais si on se donne la main mutuellement, on pourra arriver à rehausser davantage notre pays. Et je crois que c'est un signal aussi qu'ils donnent. Depuis des années, ils ont vu quand même ce qui s'est passé dans ce pays. Ils voient un peu comment le pays évolue. C'est vrai que comme je le dis, tout n'est pas parfait. On n'est pas dans le meilleur des mondes. Mais ça serait être, je vais dire, négateur et de dire que rien n'a été fait. Donc tout ça aussi, c'est des signaux que les uns et les autres donnent. Pour eux, c'est une manière de contribuer à ce que leur pays se stabilise. Parce qu'ils savent, eux qui sont à la diaspora, quand on est en crise, en tout cas pour ceux qui ont des parents ici et sur qui les parents comptent, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Voilà, il y a d'autres sur qui les parents ne comptent pas et qui s'en foutent de leurs parents et qui font ce qu'ils ont envie de faire, qui à longueur de journée sont en train de lancer des appels à détruire, à tout casser dans ce pays. Voilà, eux, je ne parle pas d'eux. Mais ceux-là qui savent qu'ils ont de la famille et qui sont soucieux de cette famille-là et qui savent qu'ils comptent pour cette famille et qui appuient ces familles-là, veulent voir la stabilité. Plus le pays est stable, eux, ils sont moins stressés. Parce que quand le pays n'est pas stable, eux, ils ont plus de... Voilà, ça c'est sur eux. Ils sont plus stressés. Donc, ils veulent vraiment contribuer à ce qu'on aille dans la stabilité. Et ça, c'est un signal qu'ils ont donné. Moi, je salue vraiment la diaspora dans toutes ses composantes. Continuons à scruter ces résultats qui nous viennent, résultats provisoires qui nous viennent de la diaspora. Avec vous, monsieur Azouma, votre commentaire.
Alors, pour moi, c'est un double message. Hein. Regardez bien les pays qui sont concernés. C'est des pays qui ont des rapports bilatéraux importants avec la Côte d'Ivoire et c'est des pays qui comptent sur l'échiquier international. Allons-y en exemple. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la Tunisie, la Tunisie, la Suisse et le Canada, par exemple. Alors, donc, ces pays-là, certainement que les chancelleries... Leur chancellerie ici échange avec eux et ils se rendent compte qu'il y a eu donc une élection en Côte d'Ivoire sans incident majeur et que la diaspora dans leur pays a voté. Je pense que c'est un signal important pour notre pays et c'est des choses vraiment à encourager. Voilà. Docteur, ce que je peux dire, mon analyse est un peu mitigée par rapport à ces résultats. On peut opposer le temps long du président sortant avec un bilan au temps court d'un candidat comme M. Awa Domelo qui, je dirais, a déclaré sa candidature ou s'est fait connaître comme candidat il y a moins de 6 mois. Mme Simone Gbagbo, Mme Ariette Lagou et même, je dirais, Jean-Louis Billon. Avec tout ce qui s'est passé au PDCI, je dirais que sa candidature n'est apparue que dans un laps de temps, je dirais, de 2025. Mais Awa Domelo, par exemple, il a on va dire, il a une présence internationale. Oui. Même si ce n'est pas une présence politique, mais une présence stratégique internationale. Je donne une anecdote. Sur les 5 candidats, ou tous ceux qui ont l'habitude d'être politiques, avec leurs représentants, ça a été, je dirais, comme de l'huile. Pour, par exemple, M. Awa Domelo, qui n'était pas dans le registre politique en tant que candidat de longue date, voilà, avec son représentant, on a eu 0,01 million de difficultés, parce qu'on sentait que ce n'était pas des politiques, c'était un technocrate. Pour dire que leur candidature pour les 4, c'est une candidature dans le temps court, et la candidature du président sortant est une candidature du temps long. Ça aussi, ça peut expliquer un peu quand même les résultats dans la diaspora. En plus de tout ce qu'ils ont dit par rapport aux appels au boycott, où certains même ont hésité. Aujourd'hui, sur le net, on lit un débat de ceux qui n'ont pas voulu voter, qui ne sont pas déplacés, je dirais, contre ceux qui ont voté. Et qu'est-ce qui ressort de ce débat? C'est intéressant. Ce qui ressort de ce débat, c'est que nous avons justifié pourquoi il fallait voter par un acte citoyen, par un acte de construction démocratique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la 3e génération de la société civile. Et la société civile victimaire, c'est pour nos grands-parents. Aujourd'hui, la société civile... avec l'OGP, Open Government Partnership, que le gouvernement ivoirien a signé, donne la possibilité à la société civile de co-construire les politiques publiques, vous voyez. Donc on est en train de rentrer dans une autre ère. Et donc à ce titre-là, chacun doit défendre un peu la construction démocratique de notre pays. C'est ce que nous avons estimé, publié aujourd'hui pour rentrer dans le débat. Donc c'est un nouveau processus qui surprend parce que la majorité des citoyens pensent que le président seul doit construire le pays et le président seul a la responsabilité si le pays ne marche pas ou pas, alors que le citoyen doit être actif et le citoyen doit accompagner tout ce qu'il y a comme élément de construction démocratique. Et vous ouvrez déjà la porte du second axe de cette émission qui est: est-ce que notre démocratie se nourrit-elle des erreurs, des crises et tensions du passé? Et ce propos m'emmène à saluer donc toutes les populations de Nayo, Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, à tous ceux-là qui ont perdu un parent cher. En attendant qu'il y ait des enquêtes, nous pleurons avec vous et vraiment que Dieu vous garde. Messieurs, et je commencerai par vous, Daouda, notre démocratie se nourrit-elle de notre passé, des crises que nous avons connues? Certaines grandes démocraties aujourd'hui disent: nous avons connu la guerre, nous avons connu toutes sortes de crises. Aujourd'hui, voici les types d'institutions, voici le type de citoyens que nous avons eu à former qui garantit notre paix. Les pays comme l'Allemagne, comme la France, même dans ces crises les plus intenses, on ne parle pas d'aller tuer qui ou quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Daouda? Pourquoi est-ce que chez nous c'est différent et comment en sortir? Non, je pense que les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Il ne faut pas penser que les Ivoiriens n'ont pas compris. Beaucoup d'Ivoiriens, dans leur grande majorité,
tire les leçons du passé. Et justement, c'est parce qu'il tire les leçons du passé que, pour rappel, déjà en 2010, nous avons eu, selon l'ONU, plus de 3000 morts. Après, quand on a commencé à venir vers 2005, c'est vrai qu'il y avait des morts. C'est pas parce que je dis qu'en 2020, il y a eu 80 morts que ça veut dire que ce n'est pas important. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais il y a eu un processus. Il y a eu un travail qui a été fait. Vous comprenez un peu? C'est pour dire que chaque fois que nous avançons, nous mettons un pas après l'autre, les Ivoiriens ont commencé à comprendre. Christelle, je pense que durant tout ce processus électoral, sur ce plateau, on a dû entendre combien de fois il y a eu des fake news, il y a eu des appels au boycott, aux appels à tout bloquer, à tout casser, à tout brûler, à s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Mais malgré tout, hier, les Ivoiriens sont sortis. Ils sont allés voter. Aujourd'hui, quand vous écoutez tous ces appels que vous avez entendus, vous et moi, je pense qu'on est tous sur le plateau, on les a entendus. Si les Ivoiriens ne s'étaient pas mis dans une dynamique de construire leur démocratie, je me dis, en 2000, en 2010, ou de 90 jusqu'à aujourd'hui, on a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il faut persister dans cette erreur? C'est pour cette raison que quand vous regardez aujourd'hui, cette jeunesse-là, moi j'ai fait le tour des bureaux de vote. J'ai vu des jeunes de 18 ans, 19 ans, heureux de voter pour la première fois. Parce qu'ils aspirent au changement. Les réalités de M. Christophe Kwame hier ne sont pas les réalités de son fils de 19 ans d'aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes perspectives, ils n'ont pas les mêmes paradigmes. Donc, je veux dire, il y a certaines personnes qui sont encore nostalgiques du passé. Les habitudes ont souvent la peau dure. Mais je pense qu'avec le temps, ça va changer. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne réfléchissent plus comme nous. Nos enfants, eux, ils pensent à pouvoir aller, comme pour parler de façon triviale, aller faire le payard, aller s'amuser. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils pensent à autre chose. Donc, je pense que notre démocratie est en train de devenir quelque chose, mais ça va nous étonner. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça va totalement changer. Aujourd'hui, qui pouvait penser qu'il y a une élection présidentielle, un candidat malheureux allait venir faire une conférence de presse pour dire « je félicite le candidat qui a gagné ». Très bien. Réfléchissez, 5-10 ans en arrière, c'était impossible, de mon point de vue. Franck Etienne, justement, pour arriver à cette démocratie tant citée, quelle serait la responsabilité des politiques, de la société civile et des citoyens? Vous prenez l'axe qui vous convient. Non, évidemment que moi, je voulais pas qu'on enferme souvent le débat en disant les Ivoiriens sont en train d'arriver à une maturité politique. Quand on dit les Ivoiriens, on essaie de mettre, je veux dire, tout le monde ensemble. Alors qu'en réalité, il y a des situations pour lesquelles il faut aller vraiment étape par étape. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment, après peut-être une déclaration de Jean-Luc Bion, ou après peut-être que tout va bien. Une élection, voilà, qu'on se donne le sentiment que tout va bien. Parce qu'une des explications de ce calme relatif de cette élection-là, c'est aussi la crainte. Pourquoi vous dites calme relatif, justement, Franck de Etienne? ce calme relatif, parce que vous avez forcément des Ivoiriens, certains des Ivoiriens, qui vont vous dire que ça a chauffé dans tel ou tel endroit. Et même le président de la CEI a reconnu quand même si il a dit finalement que ça peut représenter que 1%, je veux dire, de ce qui s'est passé sur le plan national. Mais au moins, je veux dire, c'est des choses dont il faut tenir compte, pour ne pas globaliser tout de suite pour dire les Ivoiriens, parce que ça peut nous donner le sentiment qu'on est arrivé déjà à une étape et qu'on ne va pas trop faire attention et puis se gargariser déjà de ces résultats-là pour avancer. Moi, je pense que toute démocratie, déjà, se nourrit de ces erreurs du passé. Toute démocratie. Les États-Unis ont eu, je veux dire, la guerre de sécession, il y a eu beaucoup de morts, et puis après, en France, pareil, il y a eu beaucoup de batailles, même le vote, la permission du vote par les femmes en France, ça date de 1945. Je veux dire qu'il y a des étapes à franchir. Et donc, saluons les premiers pas qui sont franchis, regardons les bémols qui existent dans ces pas-là, essayons de les corriger et avançons. Moi, je voulais dire à l'endroit des hommes politiques et qui se disent à un moment donné que la matière première de ce pays, qui enrichit ce pays, la matière première qui fait que ce pays
peut être comptée parmi les grandes nations de demain, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, c'est l'économie, c'est la capacité d'un jeune à trouver du travail, à être éduqué. Et donc, ce qu'il doit nous proposer, ce n'est pas la politique, bon, pour me ressaisir, pour bien expliquer, ce n'est pas la politique politicienne qui prône le « ôte-toi de là pour que je m'y mette ». Voilà, c'est plutôt la politique qui définit clairement une vision et avec des actions et qui nous permettent quand même d'avancer, dans lesquelles, si vous voulez, les populations se reconnaissent et se retrouvent. C'est important. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette élection nous a permis d'avoir quand même des débats. Ce qu'on a vu sur vos plateaux, sur les différents plateaux des différentes télévisions, on a vu les différents représentants des candidats venir débattre. C'est vrai que c'était un peu, je veux dire, le taux d'audience n'était pas peut-être si élevé que cela, mais c'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est un bon départ, c'est des choses que les gens vont améliorer. Et puis aujourd'hui, avec même la sortie de Jean-Louis Bion, c'est un autre pas qui est posé. Certainement qu'après lui, Mme Gbagbo va suivre, comment on appelle ça, Dombello et Henriette Lagou vont suivre. Mais il ne faut pas qu'on s'enferme en disant tout de suite qu'on a vraiment fait un grand pas. Et puis l'autre chose que je voulais aussi mettre en avant, au-delà de la crainte, tout ça, il y a aussi l'évolution technologique. C'est-à-dire que dans notre passé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Donc je veux dire, on n'avait pas cette célérité-là à donner les résultats. Même en 2010 encore, on était encore très balbutiant sur ces évolutions technologiques-là. Donc, plus on va évoluer dans le temps, plus on va se détourner d'un certain nombre de choses et plus on va se concentrer sur ce qui réussit à nous unir, nous tous. Donc pour l'instant, pour me résumer, il ne faut pas qu'on ait le triomphe, comment on appelle ça en bon français. On doit avoir le triomphe modeste. Voilà, ayons le triomphe modeste pour l'instant. Très bien, merci beaucoup Franck-Etienne. Élisée Boloube, ayant le triomphe modeste, une grande démocratie, fut-elle la plus belle, s'est nourrie d'erreurs et d'erreurs et d'erreurs. Mais pour nous qui sommes jeunes, on va dire jeunes Ivoiriens, qui sont donc dans ce sillon de la démocratie-là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on aura à mettre des pas l'un sur l'autre et faire des erreurs? Je vais saisir au bon la chute de Franck-Etienne. Personne n'a le triomphe modeste, pardon, n'a le triomphe BA. Voilà, personne n'a le triomphe BA. Mais en même temps aussi, on est conscient qu'on a bougé d'un pas et c'est déjà quelque chose. Quand vous avez 1000 km et que vous faites déjà 500 mètres, vous n'êtes plus à 1000 km, vous avez bougé. C'est vrai que vous n'avez pas encore finalisé les 1000 mètres, mais vous avez déjà bougé. Donc c'est un candidat sur 5 aussi. C'est déjà quelque chose. Est-ce que là, ce n'est pas son point? Voilà, on a 5 candidats. Il n'y a qu'un seul, justement, qui, au vu de ce que lui il a reçu de ces gens, ont félicité. Il n'y a eu aucune présidentielle en Côte d'Ivoire ici où il n'y avait qu'un seul candidat. À chaque fois, il y a eu des candidats. En 2000, vous aviez 5 candidats. En 2010, vous aviez plus de 15 candidats. En 2015, il y en a eu. En 2020, pareil. En 2020, il y en avait 2. On parle de féliciter, en fait. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire, en 2000, il y a eu 5 candidats. Personne n'a félicité son ami. On sait comment même le dénouement a été combien de fois houleux. Personne n'a félicité son ami. Voilà, donc ça, moi, je pense déjà que, comme je le dis, on ne tombe pas dans le triomphalisme, mais on note déjà un ensemble de progrès. Mais ça peut s'expliquer, Christelle. Aujourd'hui, les jeunes gens, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, pour rappel, 77% qui ont moins de 35 ans. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, leurs concurrents, ceux à qui ils veulent ressembler, leur modèle, ce qu'ils veulent faire, mais c'est de se comparer aux jeunes qui sont aux États-Unis, qui sont dans les grandes universités, qui arrivent à réaliser des choses. Mais allez-y à l'INP, allez-y dans certains établissements, vous allez voir de quoi les jeunes Ivoiriens sont capables. Christelle, de 2014, 2013 à 2025, on a mis près de 45 personnes au Polytechnique. De 60 à 2011, on n'en avait que 8. On n'en avait que 8. Depuis la création jusqu'à... On n'en avait que 8. Mais de 2013 à plus, on en a mis près de 40. 45. Ça vous dit qu'il y a des jeunes qui veulent travailler. Et les jeunes Ivoiriens regardent ce qui se passe à l'international. Là, on vient de remporter... Des jeunes gens ont remporté un concours mondial en Chine. Tout à fait. Concours mondial de technologie en Chine. Vous imaginez ça? Parmi des Chinois et des Américains, les jeunes Ivoiriens l'ont réalisé. Mais c'est pourquoi, justement, je dis souvent, nos politiciens, ils sont bloqués. Leur logiciel est bloqué, mais il faut qu'ils adaptent leur logiciel pour savoir qu'on a bougé. Les jeunes gens ne sont plus des jeunes gens oisifs qui passent leur temps à répondre à des appels pour la politique politicienne. Les jeunes gens ont de l'ambition, de plus en plus. Et ils veulent avancer, ils veulent contribuer au développement de leur pays.
Donc si vous n'avez pas compris ça et que vous voulez les embrigader dans la politique politicienne, mais vous avez fait fausse route. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils voient ce qui se passe à l'international, ils voient les marchés qui sont ouverts, ils voient les potentialités qui sont ouvertes, comment ils peuvent concurrencer. C'est la réalité qu'elle a. Et c'est cette image-là qu'il faut que nous, on présente. Et on encourage nos populations sur cette voie-là. En Côte d'Ivoire, on nous a trop fait croire que pour se réaliser, il faut faire de la politique. Voilà, malheureusement. Il faut qu'on arrête ce paradigme-là. Pour se réaliser, il faut travailler. C'est tout. Ce n'est pas la politique qui fait qu'on se réalise. On va à la politique parce qu'on a un projet pour sa communauté, parce qu'on veut accompagner sa communauté. Mais si on veut réussir, on ne va pas à la politique. Si on veut réussir, on va travailler. C'est le travail qui donne la réussite. Donc ça, c'est important quand même qu'on le dise. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le voit. Regardez ces jeunes gens qui sont dans les programmes. Et ce discours doit être porté par qui? Par les politiques, par le citoyen lui-même qui, justement, au contact de tout ce qu'il rencontre via les réseaux sociaux, via l'école et tout ce qu'il rencontre, de se dire, attention, il faut que je sorte de ce sillage-là. Non, je pense que ce discours, il doit être porté par un ensemble, je vais dire, d'écosystèmes. C'est ça. Même les médias en font partie. Nous, en tant que médias, on a notre responsabilité. Voilà, je suis d'accord avec lui. Surtout même, on a notre responsabilité à divulguer ce message-là, en fait. Parce que très souvent, nous-mêmes, on s'est substitué aux acteurs politiques. On a porté leur langage et on a plutôt ouvert nos canaux à leur discours qui n'était pas vraiment un discours qui était utile pour le peuple. Donc c'est ça aussi qu'il faut corriger. Ça doit être aussi porté par les jeunes gens eux-mêmes qui doivent amener les décideurs à comprendre qu'eux, ils ont d'autres intérêts, que les intérêts ne sont plus vos intérêts égoïstes ou bien personnels. Donc c'est vraiment un écosystème qui doit pouvoir porter ce discours-là pour le faire avancer. Je sais que vous êtes en accord avec ce que disait Élysée, mais est-ce que vous pensez, selon certains observateurs, qui poussent un peu le bouchon loin, et vous êtes en accord ou pas, à dire que certains politiques ont fait exprès, en Côte d'Ivoire, de nous axer sur la politique politicienne et d'annihiler notre regard justement sur l'éducation, la santé, comment devenir une jeunesse qui crée, qui innove, qui invente. Non, il ne faut pas les incriminer. C'est le processus normal de la vie d'une nation. On vient de 1960. On voit bien, hein, avant 1960, donc il y a eu la lutte contre le colon pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Après cela, il y a eu le parti unique. Nous sommes arrivés en 90 avec le multipartisme. C'est des étapes normales. Après, quelque chose n'a pas marché. Il y a eu un coup d'État, il y a eu une rébellion. Nous sommes rentrés dans un processus de réconciliation, de paix, d'entente. Et nous sommes arrivés à une élection en 2010 où il y a eu tout ce qu'on a connu de vives tensions avec des morts et tout. Et puis après, la courbe redescend progressivement. On pense les plaies, on regarde. Chaque acteur s'examine, regarde ce qu'il a fait, est-ce qu'il a bien fait et tout. Et on essaie de s'améliorer. Donc, c'est la vie d'une nation. Mais sur la question de est-ce que notre démocratie, comment notre démocratie doit se constituer, est-ce qu'elle se nourrit... Pour devenir un jour, voilà une grande démocratie. Je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la constitution ou la création d'une conscience démocratique citoyenne. Et comme mon voisin de gauche le disait... D'où la formation. La formation. La formation des citoyens, leur éducation, et à tous les niveaux, avec les médias, dans les partis politiques. N'oubliez pas que les partis politiques, je le souligne, reçoivent une subvention prélevée sur les impôts des citoyens. Tout à fait. Et dans les missions qui leur sont confiées, ils doivent former le citoyen. Donc, la formation du citoyen, la création de la conscience citoyenne. Les hommes politiques aussi, en adressant les messages à leurs militants, doivent constituer les aider donc à former leur conscience politique, leur conscience citoyenne. À côté de cela, il y a l'histoire, parce que à l'école, on nous apprend l'histoire de la Côte d'Ivoire, voilà, l'hymne national. Il y a plein d'éléments qui nous permettent de constituer notre conscience. Donc ça, je pense que c'est très important. À côté de cela, il y a également les médias. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, où on a accès à l'information en un seul clic, où tout le monde peut savoir tout, où on peut se former, où on peut s'interroger, on peut challenger le programme politique d'un homme politique, on peut vérifier ses déclarations, on peut vérifier les chiffres, on peut aller sur les sites de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, pour avoir des informations clés pour évaluer ce qu'on nous propose, l'offre politique qui nous est proposée. Les jeunes sont de plus en plus ouverts, ils comprennent le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est quand vous êtes élu,
vous déroulez votre programme. Mais quand vous déroulez votre programme et que vous allez dans le sens du développement, le développement des infrastructures, le développement des services sociaux de base contribue à un très grand pourcentage à l'amélioration de la conscience citoyenne et du rapport avec le bien public. Et dernier élément que j'allais dire, il ne faut pas qu'on oublie, la Côte d'Ivoire a un rôle central à jouer en Afrique et en Afrique de l'Ouest, surtout. Nous sommes un pays clé et nous n'avons pas le choix que d'être un grand pays. Très bien. Docteur, oui. Votre avis justement sur la question, avant de revenir à l'observation des résultats nationaux. Alors, comment est-ce que notre démocratie peut-elle se nourrir des crises passées, comme l'ont fait les 6 grandes démocraties, pour devenir cette nation forte que tout le monde recherche? En réalité, pour construire une nation, il faut qu'on observe un peu la citation suivante. La démocratie n'est pas seulement une affaire de pouvoir de la majorité, mais surtout la protection des droits des minorités. Je crois que cette élection vient de nous démontrer qu'il manque quelque chose encore à la Côte d'Ivoire, en plus de ce que mes co-débatteurs ont dit, pour construire la nation, qui est tout à fait différente de la République et qui est tout à fait différente d'un État. La nation, elle, c'est une identité commune dans notre diversité. La nation, elle, c'est voir ensemble le développement et qu'il n'y ait pas des cris ou certains qui sont laissés sur le carreau. Je crois que nous qui sommes sur le terrain, et nous essayons d'être la voix des sans-voix, on pense que pour le moment encore en Côte d'Ivoire, certes, il y a une croissance indéniable qui tient sur le long terme. Certes, il y a une transformation structurelle des infrastructures. Aujourd'hui, vous prenez le rapport de l'OMS qui s'occupe de la santé. Les centres de santé sont à 5 km des habitants et c'est important. Mais la partie qui manque aujourd'hui, pour nous qui y avons participé, c'est le déroulé de la réconciliation qui pour nous n'a pas vraiment abouti, qui laisse certaines communautés, une grande partie de la population qui réclame à cri, comme j'ai dit, c'est la protection des minorités. Et je pense que pour demain, en dépit de tout ce qui est en train de se faire, il y a la construction à travers l'éducation civique qu'on doit insérer comme avant dans les cours élémentaires. Il y a la gouvernance. Aujourd'hui, comment on l'appelle l'éducation civique EDHC. Vous estimez que c'est assez léger? Il faut revenir aux fondamentaux que nous avions? Non, ce n'est pas assez léger, mais je pense que ça a perdu une partie de sa substance avec le temps. On a pensé à un moment donné, pour que nous qui sommes un peu proches des années 60, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a voulu tout scientiser. Le bac C avait l'air d'être un peu supérieur au bac A, et on s'est rendu compte vers la fin, encore dans le 3e cycle, que la sociologie pouvait aider vraiment la population. Donc je termine rapidement en disant qu'il y avait la construction démocratique à travers l'éducation civique. Ensuite, ce que tout le monde oublie dans le débat public, c'est la gouvernance et le contrôle citoyen de l'action publique entre les 2 mandats. Madame, regardez de 2011 à aujourd'hui, autour des élections, il y a une mobilisation énorme. L'ONU était là, la CEDEAO était mobilisée, l'Union africaine. 2015, 2020, 2025. La démocratie électorale est en train d'être vécue. Elle est là, sous nos yeux. Malheureusement, très souvent, elle ne se transforme pas en bonne gouvernance. Bonne gouvernance, ça veut dire que vous avez des ressources infinies, des ressources limitées dans un pays, des besoins infinis des populations, et les populations attendent que 35% de pauvres. Certes, on est parti de 58, on a évolué à 35, mais des populations pensent que c'est encore trop élevé. Et donc, entre ces 2 mandats-là, nous pensons que c'est entre les 2 mandats aujourd'hui pour le prochain cycle du président élu, entre les 2 mandats, il faut que l'opposition politique, il faut que la société civile, il faut que les médias et la presse s'engagent entre les 2 mandats pour que, à la fin de ce cycle-là, en 2029, on n'ait plus les mêmes problèmes de demande de dialogue politique,
on n'ait plus les mêmes problèmes de la justice qui intervient sur la liste des prétendants et ainsi de suite. Donc pour nous, ce qui manque aujourd'hui pour asseoir des institutions solides, ce qui manque aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour que notre démocratie prenne le jet privé, c'est vraiment un engagement de toutes les parties prenantes entre les deux mandats. Très bien. Alors, messieurs, dans quelques instants, et surtout vous, chers téléspectateurs, nous irons à la CEI pour la suite des résultats. Le temps attendant, Daouda, regardons quelques résultats ici même en Côte d'Ivoire. On a épluché ceux de la diaspora. Est-ce qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire qui attirent votre attention pour commentaire? Déjà, ce qui attire mon attention, ce sont les résultats du Cocody. Par exemple, le résultat du Cocody, c'est que pour 2025, nous sommes à 19%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20%, pour si je vais être juste rond. Après, on a, comment on appelle ça, un plateau qui a 27,30%, des chiffres qui ont été confirmés par l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse. Maintenant, c'est Abobo, 42,32%. Abobo aussi, oui. Voilà. Parce que il est important, quand je donne ces chiffres-là, de faire aussi une étude comparative à l'élection précédente. 2020. Voilà. Parce que en 2020, il est important de dire qu'à Cocody, le taux de participation était de 23,98%. En 2020. En 2020. Donc, rappelons les candidats en 2020. C'était Alassane Ouattara, c'était Kakabe. Il y avait Henri Konabédé, il y avait Afinguessan, mais que Afinguessan et Henri Konabédé se sont retirés. Donc le taux n'a pas bougé le taux n'a pas vraiment pour Cocody. Quand tu regardes, ça n'a pas trop bougé. Il y a un ratio il y a une différence de 3 points. Voilà. Maintenant, pour Abobo, en 2020, voilà, on était à 56,66%. Cette année, on est à 42,32%. Comment on l'explique justement? Non, l'explication c'est assez simple. Hein. Je veux dire, Abobo, c'est pas la commune. Depuis après 2010, je veux dire, c'est pas une commune qui vote. Pour ceux qui se rappellent encore, paix à son âme, c'est lorsque Ahmed Bakayoko était arrivé à Abobo, qu'il a vraiment bougé les lignes au niveau d'Abobo. Ce qui faisait qu'à un moment donné, au niveau d'Abobo, les gens du RHDP, ils sortaient pour aller voter. Mais après son départ, forcément, il peut y avoir un impact. Ou bien de deux choses l'une. Ça veut dire que, soit au niveau de la base électorale du RHDP, au niveau d'Abobo, il peut y avoir discordance entre la tête, la base et la tête sûrement. Mais je pense qu'avec le temps, c'est des choses qu'on peut expliquer. Maintenant, la dernière chose qui est importante, selon... Bon, je n'ai pas le droit de donner de résultats, donc je vais m'arrêter là. Voilà, très bien. Alors, regardons là, il nous a fait voir donc à Bobo, Plateau, Cocody. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je pourrais dire Daloa, si c'est possible. Daloa, oui. Parce qu'à Daloa, je sais que les chiffres au niveau... En 2020, on était à 40%. Et cette année? Mais selon mes sources, ce n'est pas encore donné, selon certaines sources, il pourrait dépasser la barre des 50%. À Daloa. Or, ne l'oubliez pas, c'est là-bas que le candidat du RHDP avait lancé sa campagne. C'est la preuve, si pour ceux qui ont écouté le discours du président des régions, alors Mamadou Touré, il avait dit qu'aujourd'hui, Daloa n'est plus le bastion d'un autre parti, c'est le bastion du RHDP. Donc, j'attends de consolider mes sources. Si ça dépasse la barre des 50%, ça veut dire que véritablement, le haut, ça s'endra à basculer. Non, pas forcément à basculer. Il ne faut pas voir ça comme ça. Le taux de participation, c'est le taux de tous ceux qui ont pris part à l'élection. Voilà, donc même ceux qui ont voté... Ceux qui ont voté Simone Gbagbo font partie donc du taux de participation. Je veux simplement dire... Oui. Non, Franck, ce que j'essaie de dire aussi, que tu dois pouvoir comprendre. Si, parce que le taux de participation dont on est en train de parler, en 2020, on était autour de 6 millions et poussière, disons, pour être rond 7 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on est à 8 millions, 100 et quelques mille. Donc, il y a eu... Ça veut dire qu'à partir de là, quand tu dis ça, Daouda, à partir de là, il faut faire le ratio. Ça dit qu'il y avait 6 millions, on a eu 40% de taux de participation dans telle zone. Mais maintenant qu'il y a 8 millions, on a 50% de taux de participation. En fait, je te dis ça pour montrer qu'en réalité, ce qui nous hante, ce qui hante les hommes politiques, ce qui hante la société civile ivoirienne, ce qui hante les hommes des médias, tout et tout,
c'est l'expérience de 2010. Alors que ça ne devait pas être l'expérience de 2010 qui nous conduise. Parce qu'en 2010, vous savez, on sort de 10 ans de crise. Alors, chaque parti a eu 10 ans vraiment pour mobiliser ses troupes, si je peux m'exprimer ainsi. Après, il y avait toute la communauté internationale, il y avait vraiment le pays, il y avait un regard, c'est-à-dire que notre pays était vraiment sur, comment on appelle ça? En toile de mer. Voilà. Mais donc, à partir de là... le financement. Non, en réalité, si tu permets très rapidement... Il y a eu un certain nombre de moyens internationaux comme nationaux qui ont été vraiment débloqués et qui ont permis vraiment une grosse mobilisation. Sinon, après ça, moi je vous dis tranquillement, depuis 1995, en tout cas pour nous qui sommes... observateurs depuis, qui voient un peu clair, depuis 90, ça a été toujours des taux qui oscillent entre 30 et 40%. Très bien. Voilà, ça veut dire simplement votre point. que l'élection de 2025 ressemble aux élections qui se sont passées avant 2010. Très bien. J'ai juste une petite précision à faire, parce que tout à l'heure, lorsque je parlais du taux de participation, que le haut, ça aurait basculé, parce que quand moi je regarde ces chiffres où le candidat du RHDP est dans les 90%... Là, par exemple, c'est Bondoukou. Voilà, ça c'est Bondoukou, 86%. Tu me dis, oui, ceux qui ont voté pour Simone et autres, ça compte. Oui, effectivement, ça compte. Mais quand tu prends le taux de participation brut et ce que le candidat a gagné dans la région, je suis en droit de dire qu'il a basculé. Non, je suis d'accord. Merci, messieurs. Non, je suis d'accord quand tu t'en tiens au taux, au résultat du candidat du RHDP. Moi, je suis d'accord à partir de là. Mais il ne faut pas axer l'analyse sur le taux de participation générale. Très bien. Parce que le taux de participation générale, le président de la CEI a dit qu'il va avoisiner les 50%. Je veux juste que nos téléspectateurs comprennent que ça n'a pas changé. C'est parce qu'on garde les lunettes de 2010 qu'on a l'impression qu'on doit aller à 70 à 80%. Merci, Étienne. C'est vrai que la société civile va continuer à sensibiliser les Ivoiriens pour faire en sorte que les Ivoiriens continuent de voter, que le vote les intéresse. Mais on n'a pas véritablement, je veux dire, rien n'a changé. Très bien. Élisée, on parle de Dabakala un peu en passant. Oui, très bien. Élisée, regardons un peu les chiffres nationaux. Regardons, enfin vous avez un point, regardons Dabakala, Oumé, enfin bref. Votre commentaire, est-ce qu'il y a des zones qui attirent votre attention de façon particulière? Bon, on peut revenir un peu sur Dabakala, comme vous l'avez dit, qui est censé considérer comme... un fief, le fief du candidat Billon. Où malheureusement, selon les chiffres qu'on a sous les yeux, il n'a obtenu que 4,99% du suffrage, là où le président Ouattara est revenu. Et comment cela s'explique justement? 91,12%. Ben, ça c'est de faire une enquête sociologique pour mieux maîtriser. Mais au-delà de Dabakala et de ce que Daouda évoquait tout à l'heure à Bobo et certaines autres zones, moi je pense, en dehors des autres candidats qu'il faut reconnaître, je pense que monsieur docteur Kwame a fait une explication où il parlait de la candidature dans le long temps, du président, dans le temps long et puis dans le temps court. Mais si on veut s'arrêter sur le président Ouattara, dans les différentes zones, les résultats qu'on a sont symptomatiques de la relation des cadres avec les Très bien. Alors, je pense qu'on va, messieurs, on est obligé de courir parce que c'est la CEI qui est prioritaire. Ah, d'accord, merci. Je vous invite maintenant donc à rester bien calés parce qu'on part à la CEI. On a pris beaucoup de plaisir hier et aujourd'hui d'être en votre compagnie pour ces 2 nuits électorales. On se retrouvera demain pour d'autres analyses. Merci beaucoup Daouda, Franck Etienne, Dr Kwame, Monsieur Azouma, Élisée Boloubé, merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, de décrocher surtout pas. On part à la CEI. À demain. Dieu nous garde. Merci.